Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit conforme. Vous voyez l'automobile derrière moi? On va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquets, ce qu'on appelle les béquets. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble avec Philippe David et tous nos invités jusqu'à 20h et l'ascension fulgurante pour MG Motor France. MG Motor France n'en finit pas de grappiller du terrain depuis son entrée sur le marché en 2020. La marque nouvellement en tout cas chinoise connaît une croissance fulgurante avec une hausse des ventes de 166%. C'est énorme. Pour 2023, l'ambition est de dépasser les 20 000 immatriculations et 1% du marché, en tout cas de l'automobile. Clément Lefebvre sera avec nous dans quelques instants. Il est le porte-parole de MG Motor France. Et la suite, Philippe David. Oui, là, ça va être plus gazeux. La France roulera-t-elle demain à l'hydrogène, la molécule miraculeuse qui permettra peut-être demain de faire rouler nos voitures, nos camions, voire même nos avions, ou de faire tourner nos usines et chauffer nos bâtiments. En quête de neutralité climatique, l'Europe se rue sur la filière hydrogène et investit à tour de bras, notamment pour l'automobile. Hier et aujourd'hui se tiennent à Paris le salon Evolution, HY comme hydrogène bien évidemment, pas Evolution. Dans un instant, nous serons avec GenE, la start-up française qui propose des solutions innovantes pour la production d'hydrogène vert. Et puis si vous aimez les voitures vintage, eh ben ça tombe bien, nous aussi. Le salon Rétromobile a ouvert ses portes hier jusqu'à dimanche à la porte de Versailles à Paris. L'occasion de faire le plan avec Clément Grabowski, qui est le directeur du salon sur le marché des voitures de collection, qui vient boucler une belle année, en tout cas en France. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est la nouvelle coqueluche des Français, MG Motor, la nouvelle marque chinoise, rafle tout sur son passage. Pour en parler, Clément Lefebvre est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de MG Motor France. Racontez-nous l'histoire finalement de cette résurrection, le retour de MG, mais en version chinoise. On va commencer dès le début. Ouais. MG Motor, c'est un constructeur historique qui vient d'Oxford au départ. En fait, ça a commencé à l'arrière d'un garage Maurice, qui était une grande entreprise d'automobile de l'époque. Et il y a un certain Cécile Kimber qui se dit qu'il peut améliorer les voitures, toujours les faire progresser par petites touches, et qui crée cette marque MG, Maurice Garage. Et après la marque a évolué, il y a eu des modèles mythiques dans l'histoire de MG, notamment MGA, MGB, qui ont fait rêver des générations. La MGB a même été le roadster le plus vendu pendant longtemps, jusqu'à l'arrivée de la Mazda MX-5 au début des années 2000. Et du coup, MG a navigué avec cette empreinte anglaise pendant des années, jusqu'à, au gré des rachats, finir par se retrouver un peu orphelin et se faire racheter par un groupe automobile chinois qui s'appelle SAIC, qui est aujourd'hui un des 10 plus grands constructeurs mondiaux. On ne se rend pas forcément compte, mais SAIC produit 5,3 millions de voitures par an, dont 1 million de voitures électriques déjà. Et donc, en revenant en Europe, ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose de différent, qu'on arrive à proposer quelque chose de différent aux automobilistes européens, et leur proposer de la mobilité électrique. Et MG est revenu avec ce petit twist nouveau, des voitures qui ont toujours ce petit goût de plaisir à conduire, mais avec une motorisée par la fée électrique. Et Clément Lefebvre, aujourd'hui, c'est chinois, MG. Comment est-ce qu'un constructeur chinois envisage le marché français ? Eh bien, avec beaucoup d'humilité. En fait, ça rappelle le titre d'un film de Jean-Yann, Les Chinois à Paris. Et oui, mais en fait, quand on est en France, il vaut mieux faire confiance à des Français. Et quand MG est arrivé en France et plus globalement en Europe, ils ont fait confiance à des gens locaux, des gens qui avaient de l'expérience dans le domaine, en recrutant en local. Alors effectivement, les dirigeants sont venus directement de Shanghai pour monter une entreprise, et ça c'était au début de l'année 2020. Et en l'espace de 2 ans, grâce à cette confiance, à la création aussi d'un réseau de distribution en local avec des partenaires français et des grands groupes de distribution qui distribuent les plus grandes marques du marché, et MG a réussi à passer de 0 à 13 000 voitures immatriculées l'année dernière. Ouais, c'est ce qui est assez dingue. C'est vrai qu'on se posait toujours la question au salon de l'automobile. Beaucoup de gens disaient est-ce que je suis capable d'acheter chinois aujourd'hui ? On a bien été capable d'acheter coréen. Et finalement, on se dit il y a beaucoup de choses autour de nous qui sont chinoises aujourd'hui. En effet, de toute façon, quand vous achetez
une voiture, il y a beaucoup de sous-traitants et déjà beaucoup de pièces sont fabriquées en Asie. Hein, c'est pas nouveau. Et puis pour le coup, certains l'ont découvert avec les semi-conducteurs. Hein. Il y avait plein de gens qui ne le savaient pas. Non mais c'est vrai. Non mais exactement. De toute façon, la Chine est le centre de gravité de la production des semi-conducteurs dans le monde. Et aujourd'hui, quand vous achetez une voiture électrique, vous achetez plus un produit technologique qu'un produit industriel en fait, parce que à l'époque, il y avait à peu près 30 à 40% de la valeur de recherche et développement de la voiture sur du thermique qui incombait au moteur et au train roulant. Et aujourd'hui, en fait, ça a été transféré sur la batterie. Et une voiture électrique compte 3 à 4 fois plus de composants électroniques qu'une voiture thermique. Hein. Si vous êtes prêt, vous, à acheter une voiture chinoise, vous nous le dites, 0826 300 300, c'est intéressant d'avoir votre avis. Alors vous, MG Motor, vous êtes en pleine forme sur le marché français avec une progression, je le disais tout à l'heure, de 166%. Alors, on dit toujours qu'on commence de bas, donc forcément, la progression est énorme, mais ça aurait pu stagner. Et en fait, ça s'est envolé. Effectivement. L'année dernière, le marché automobile était un peu contraint par cette crise des semi-conducteurs qui dure et qui est en train de se tasser. Hein. Donc là, on revoit déjà au mois de janvier, il y a une petite progression. Le marché reprend un peu des couleurs. Mais effectivement, nous, en fait, le gros avantage qu'on a et ce qui nous a permis de créer ça, c'est qu'on vient prendre une place aujourd'hui où il n'y a personne sur ce marché. On vient offrir la mobilité électrique aux conducteurs européens. Oui. Mais au prix d'une mobilité thermique. Et ça parle à beaucoup de gens. Et on le voit, on l'a vu notamment avec l'arrivée de la MG4, qui est une compacte 100% électrique, qui débute à 22 990 € avec le bonus écologique de 5 000 €. En électrique, full électrique, comme on a une voiture full électrique. Tout équipé. Quand je dis tout équipé, il y a un régulateur adaptatif, des feux LED. C'est très techno. On a une voiture qui est hyper techno et qui n'a de standard, en fait, c'est la finition, mais que le nom, pour 22 990 €, qui est globalement le prix d'une citadine thermique de milieu de gamme. Hein. C'est ça l'effet accélérateur ? Il y a ça, et il y a aussi la qualité des produits, le fait d'avoir développé un réseau. Aujourd'hui, on a 150 points de vente en France. 150 points de vente, on est vraiment sur des standards d'autres constructeurs. Vous l'avez cité tout à l'heure, coréens ou allemands. Et puis, on a aussi un point qui est très important pour les clients, puisque on est nouvel entrant sur le marché. C'est important pour eux. On offre une garantie 7 ans ou 150 000 km sur tous nos produits, histoire de dire, en fait, votre voiture, vous allez pouvoir vraiment l'utiliser pendant plusieurs années. Après, c'est plus facile de garantir 7 ans sur une électrique que sur une thermique. On est d'accord ? Alors, ça, c'est des questions de choix. Hein, oui. 7 ans, c'est une garantie longue durée. Hein. C'est une garantie longue durée, 150 000 km, c'est beaucoup. Et c'est aussi pour assurer sur la longévité des batteries, parce que beaucoup de gens se posaient la question sur est-ce que je vais pouvoir utiliser ma voiture encore pendant des années. Nous, on vous dit, déjà, on a une garantie de 7 ans, c'est 50 plus que la plupart des acteurs du marché. Et puis, ça veut dire que vous allez pouvoir aller loin avec votre voiture électrique. On parlait justement de la MG4, pardon, Philippe. Il y a déjà une nouvelle version qui devrait arriver. Alors, on va développer effectivement une gamme, comme beaucoup de constructeurs le font. Aujourd'hui, on a deux versions. Une version qui fait 350 km d'autonomie et une qui fait 450. Et effectivement, on a deux versions qui arrivent. Une version avec une autonomie étendue, donc toujours autour de 200 chevaux, mais avec plus de 500 km d'autonomie. Et puis une version ultra sportive qui va réveiller une griffe qu'on connaît bien, enfin que les amateurs de MG connaissent bien, c'est X-Power. Ah oui. Et celle-ci, avec l'adjonction d'un moteur sur le train avant, va faire 450 chevaux, 600 Nm de couple et un 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Donc ça va devenir électrisant. Oui. Et sur quel tarif ? Alors pour l'instant, les tarifs ne sont pas révélés. 595 € cet été, donc soyez encore un petit peu patients. Mais on a bon espoir que ça soit encore avec un bonus écologique. Oui. Dans votre gamme, il y a la ZS, un SUV urbain 100% électrique, qui est aux côtés du ZS, qui est votre seul véhicule 100% thermique. Est-ce qu'il va rester encore à long terme le 100% thermique ou pas ? Alors aujourd'hui, on commercialise plusieurs types de véhicules, effectivement, des électriques et des PHEV. Ça représente à peu près les 3/4 de nos ventes. Et puis on a aussi une demande de notre réseau et de nos clients qui nous demandaient une voiture accessible avec toutes les technologies qu'on propose aussi sur les voitures électriques. Et donc on a pris la décision de commercialiser ce ZS en version thermique cette année. Et effectivement, on a fait un peu plus de 3000 immatriculations avec ce modèle-là l'année dernière, donc c'est un vrai succès. En thermique ou en électrique ? En thermique, uniquement en thermique. Je ne compte pas les ventes de ZS électriques là-dedans. D'accord, ok. Et donc, sur cette voiture-là, c'est un vrai succès, et donc ça nous pousse à continuer à proposer d'autres alternatives à l'électricité, puisqu'il y a des clients aujourd'hui qui se trouvent dans des zones où c'est compliqué, la mobilité électrique encore, le réseau n'est pas encore mature, ça le sera dans quelques années, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et donc la prochaine génération de ZS, il y aura à nouveau une version électrique et une version qui sera
hybride. Est-ce que ça veut dire que vous pourriez développer votre propre réseau de bornes à venir, ou c'est pas du tout Alors aujourd'hui, on n'est pas dans ce niveau de développement sur le marché français. Aujourd'hui, on veut déjà que nos clients puissent se recharger à domicile. Donc on a des partenariats avec les entreprises que sont The Plug et ChargeGuru, qui sont des acteurs majeurs du marché de la recharge, pour pouvoir installer des solutions de recharge à domicile, que ce soit en individuel ou en logement collectif. Après, ce qu'on va développer, et ce qui est prévu pour cette année, c'est une carte de recharge qui permette de se charger sur toutes les bornes. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, c'est toujours un peu universel, compliqué. Vous voulez dire. Une carte de recharge universelle. C'est ça, c'est un petit peu le problème. Ça sera justement le moyen pour nos clients, à moindre frais, de pouvoir se recharger un peu partout et d'avoir les avantages justement sur les réseaux de recharge sur autoroute, qui sont parfois plus chers et qui nécessitent des abonnements. Là, ça sera l'étape d'après, mais là, pour l'instant, on est un petit peu trop loin pour en parler. Eh ben, vous restez avec nous. On fait la pause. On fait la pause. Clément Lefebvre, porte-parole de MG Motor France. Voilà, vous voulez poser vos questions. Peut-être que vous en avez acheté une, que vous êtes très content, très heureux, ou vous souhaitez en acheter une, ou alors vous vous posez des questions. 0826 300 300, cette émission est la vôtre. Vous êtes les bienvenus jusqu'à 20h. À tout de suite. C'est un grand classique, ça. On l'a tous au bureau. Oui, j'imagine. Clément Lefebvre est avec nous, porte-parole de MG Motor France. On parlait du prix de cette voiture, en tout cas de cette série de voitures. Un modèle rapport qualité-prix et prestation littéralement imbattable, quand on regarde effectivement sur le marché. On l'obtient comment? C'est quoi? C'est une optimisation drastique des coûts? Alors, une optimisation drastique des coûts, oui, parce qu'on est un constructeur automobile qui a vraiment de l'expérience. Le groupe SAIC qui existe depuis les années 60. On produit des voitures pour le groupe Volkswagen et pour General Motors en Chine depuis les années 80. Donc, on sait produire des autos. Ça, les chaînes de production, elles sont bien optimisées. Mais il y a aussi d'autres manières, d'autres leviers pour économiser. Alors, effectivement, le coût du travail n'est pas forcément le même, mais c'est pas vraiment là-dessus qu'on gagne. On a une chaîne de logistique qui est hyper simplifiée. Beaucoup de constructeurs en Europe vont vous proposer des voitures avec une ribambelle d'options que vous pouvez choisir pour personnaliser votre auto. Nous, on a fait le choix inverse. En fait, c'est de faire 2-3 niveaux de finition maximum, 1 ou 2 tailles de batterie pour simplifier au maximum la chaîne de logistique et de production. Ça nous simplifie les achats, ça nous permet de produire les voitures en avance pour nos clients, de n'avoir que 2 parcs de stockage centraux pour les livraisons des voitures en Europe. Et c'est la même gamme dans toute l'Europe. Donc, en fait, une fois que les voitures sont arrivées en Europe, c'est à ce moment-là qu'elles sont dispatchées entre les différents pays, les différentes concessions. Et ça, c'est des gains énormes. Et en plus, pour le client, ça n'a absolument aucun impact. D'accord. Donc, vous n'avez pas de voiture violette avec des pois roses qui vous restent sur les bras. Pourtant, c'est esthétique. Et ça, on peut toujours s'arranger pour ces choses-là. Pour parler de vos voitures, j'ai été surpris. Vous avez un break 100% électrique qui est le MG5. Moi, je croyais que le break avait quasi disparu et que les gens voulaient uniquement des SUV. Alors c'est vrai qu'il y a un attrait aujourd'hui pour le marché et vous avez SUV, beaucoup de SUV d'ailleurs. Important. Oui. Je crois qu'on est pas loin de 40% du marché français en SUV aujourd'hui, alors que c'était pas du tout le cas il y a quelques années. Mais il y a encore des gens qui veulent du break. Parce que le break, il a un avantage qui est tout simple, c'est que déjà il est plus bas, il est plus profilé et il consomme moins qu'un SUV, ça c'est sûr. Je crois qu'il y a moins de prise au vent. Et même en électrique, c'est le cas. Qu'on soit en électrique ou en thermique, c'est la même chose. Et puis, il y a certaines clientèles, notamment les VTC, les VRP, qui, eux, veulent du break, parce que ça leur permet de charger du matériel long. Il y a plus de longueur de chargement. Il y a des voitures qui sont homologuées aussi par la G7 et par les taxis parisiens. C'est majoritairement des breaks, et la MG5 en fait partie. Est-ce qu'il y a des nouveaux, j'imagine qu'il y a des nouveaux modèles prévus pour 2025, une série de modèles et une gamme qui grandit? Alors oui, effectivement, on va agrandir notre gamme puisqu'on a annoncé le lancement de 10 modèles d'ici fin 2025. Alors la MG4 était le premier de ces 10 modèles, mais en plus des 6 modèles qu'on a actuellement, ça va faire 4 nouveaux modèles et puis on va renouveler les 5 autres qu'on a en gamme. Donc, pour vous donner quelques idées, effectivement, il y a des 2 nouvelles versions de MG4 qui vont arriver. Et puis aussi, on a quelque chose qui va faire écho aux heures les plus glorieuses de MG. C'est un Roadster. Un Roadster pour les 100 ans de la marque. Et oui, alors MG, suivant les historiens, ils ne sont pas tous d'accord. Mais 23-24. On a commencé en 1923. Et puis les premières voitures sont sorties en 1924. Donc c'était 23 hors taxe. 31 décembre 2023, comme ça. Nous, on va commencer les célébrations au mois de juin 2023. Et puis on les terminera en feu d'artifice avec ce Roadster 100% électrique, qui est dérivé d'un concept car qui a déjà été exposé au salon de Shanghai l'année dernière, en 2021, qui s'appelle Cyberster, si vous voulez regarder sur Internet. Ce Roadster, il préfigure 90% du design de la voiture définitif. Et ça sera effectivement un Roadster 100% électrique. Et ça, c'est complètement nouveau sur le marché. Avec des compétences assez exceptionnelles, des performances en tout cas. Alors, on est un peu tôt pour parler des performances, mais on peut imaginer que si on est capable de faire une MG4 à 450 chevaux,
Le Cyberster derrière sera aussi une voiture performante. On pourrait imaginer, comme on en parlait tout à l'heure, il y avait des MG qui étaient des modèles mythiques, de refaire des véhicules vintage mis à la sauce moderne en électrique, comme il y a eu la New Beetle, enfin il y en a eu tellement, on va pas toutes les citer, quoi. Alors aujourd'hui, on n'est pas vraiment dans cette optique-là de faire du rétrofit sur ces autos-là. Parce qu'il faudrait renvoyer les autos en Chine, c'est pas super pratique pour être honnête. Ah non, mais faire des voitures, pas du rétrofit, faire des voitures, refaire des anciens modèles MG, les redessiner comme la New Beetle, par exemple. Ah oui, alors là pour l'instant, on n'est pas vraiment dans cette philosophie-là. On a un centre de design qui est à Londres pour le design des véhicules européens, qui coopère avec le centre central. Oui, il est dirigé par un Anglais d'ailleurs, il s'appelle Carl Gotham, avec une équipe d'Européens pour définir le design des voitures pour le marché européen. Quel est le profil finalement de vos acheteurs? Quand on envoie une voiture et qu'on la met sur le marché, on se dit c'est à peu près pour eux. Est-ce que finalement vous êtes surpris par le profil, ou ça va dans le sens de ce que vous attendiez d'avoir? On a une clientèle qui est plutôt jeune, parce comme on est sur de l'électrique, forcément on séduit plus les clientèles plus jeunes. Notre moyenne d'âge des acheteurs jeune comme Philippe David ou comme moi? Jeune de 47 ans. D'accord. C'est la moyenne. Mais en fait, on en saute une dizaine. Enfin, pas tout à fait, mais on change de décennie. C'est ça. Non, mais l'idée, elle est simplement que, en fait, avec cette MG4, là, on est en train de rajeunir beaucoup notre clientèle, puisqu'on arrive sur un marché qui est moins cher que ce qu'on avait auparavant. On avait des véhicules qui étaient plus grands, 100% électriques. Donc, effectivement, là, on rajeunit notre clientèle d'âge. Et puis, surtout, on permet à des gens qui n'étaient pas capables de se payer une mobilité neuve ou une mobilité électrique, ou qui n'étaient plus capables de revenir sur le marché du neuf. Et ça, c'est une vraie satisfaction pour nous. À la revente, est-ce qu'on a des estimations de se dire que la voiture électrique, est-ce qu'on imagine déjà la revente? Est-ce qu'on perd beaucoup? Alors tout ça, la cote Argus tombe moins vite. Tout ça, c'est calculé minutieusement, parce qu'en fait, ça nous permet de calculer les loyers pour les locations, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de la moitié des voitures qui sont vendues en offre de location et pas directement dans chaque comptant. Bien sûr. Voilà. Et donc, nous, on travaille beaucoup avec des organismes qui sont spécialistes là-dedans. Vous l'avez cité, l'Argus. Il y a Autovista aussi qui fait ces cotations-là, et on travaille main dans la main avec eux pour leur expliquer ce qu'on fait, leur montrer notre plan. Et donc, avec eux, on a des valeurs résiduelles qui sont excellentes, même au niveau, voire supérieur à des concurrents français, par exemple. Clément Lefebvre, vous faites de la LLD sans apport. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas un changement de paradigme du client final? Vous vendez à 58% à des particuliers, d'après ce que j'ai vu. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne devient plus propriétaire d'une voiture? On a une voiture, vous me passerez l'expression, en CDD. Alors, effectivement, en fait, la LLD, c'est la conduite à durée déterminée. Oui, c'est durée déterminée, puis il y a même un kilométrage déterminé. Oui. Donc ça, pour le coup, vous êtes en plein dedans. Non, mais en fait, ça permet à beaucoup de gens de se payer des voitures, des gens qui ne pourraient pas forcément avoir le crédit, mais qui vont pouvoir obtenir un financement. Et une voiture sans apport, effectivement, c'est un très bon moyen de remplacer une vieille voiture qui a une prime à la casse, qui vous permet de toucher un bonus écologique. Et en fait, tout ça mis bout à bout, ça va nous permettre d'offrir la MG4 à partir de 249 € par mois sans apport pour 48 mois ou 40 000 km. En fait, ça, aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence sur le marché qui propose ça, du sans-apport complet. Et pourtant, la concurrence, quand vous êtes arrivé sur le marché français, on sait que la Dacia, c'est aussi la petite chouchoute des Français. C'était ça, votre objectif? Alors, nous, on n'est pas... On ne se définit pas comme un constructeur low cost. Les technologies qui sont incluses dans nos voitures, Dacia, qui sont déjà c'est de moins en moins low cost. C'est de plus en plus. C'est pas du tout un gros mot, low cost. Je suis pas du tout en train de dire ça. Non, nous, on se définit vraiment comme un constructeur généraliste, et nos concurrents les plus proches, c'est plutôt, on va les citer, c'est Renault, c'est Peugeot, c'est aussi Kia, Hyundai, qui proposent des voitures avec des bons rapports qualité-prix, Skoda, Volkswagen. Vraiment, on va pas aller piocher dans le low cost, et c'est pas du tout notre attention, parce que vous voyez, on va produire des voitures qui vont faire plus de 400 chevaux, des roadsters, tout ça, c'est des voitures plaisir, et on préfère offrir du plaisir de conduite qu'une conduite low cost. Vous avez désormais 150 points de vente en France, 30 de plus que l'an dernier. Quels sont les objectifs et comment est votre réseau? C'est des concessionnaires, des agents ou carrément des garages intégrés au groupe MG France? Alors,
tous les sites aujourd'hui qui sont ouverts en France appartiennent à des concessionnaires. Hein. C'est des investisseurs privés qui font le choix de prendre le logo, le badge MG, la distribution MG. Et tous les points de vente sont aussi des points d'entretien des véhicules. Ça, c'est important puisque comme on offre une garantie 7 ans, il faut qu'elle soit applicable aussi. Absolument. Et que les gens puissent venir faire entretenir leur voiture dans le réseau. Donc ça, c'est important. Et tous ces concessionnaires-là, c'était des acteurs importants du marché. Alors, on peut en citer quelques-uns, mais le groupe Jeanlin, le groupe Janin, Bernier, enfin, il y a plusieurs gros acteurs, mais il y a aussi des plus petits acteurs, parce qu'en fait, on a une liste de standards et on prend un peu toutes les candidatures pour ceux qui souhaitent venir investir, et on a, pour chaque zone où on veut ouvrir un site, 3 à 4 demandes d'investisseurs privés pour venir distribuer MG. Donc, il y a un réel intérêt de la part de ces investisseurs pour distribuer du MG. Et l'objectif, c'est ? Alors, cette année, l'objectif, ça va être d'ouvrir une trentaine de points de vente en France. Vous faites des appels à candidature ? Alors, on a quasiment déjà des candidats pour tous les sites qu'on veut ouvrir pour 2023. Vous voulez ouvrir dans des villes à partir de combien d'habitants ou des agglos, évidemment ? On ne se met pas un chiffre pour la taille des agglos, mais l'idée, c'est qu'à terme, le réseau, il permette à tous les Français d'être à moins de 40 minutes d'un concessionnaire. Un vrai maillage territorial. Voilà. Donc là, on serait sur à peu près 200 sites en France et dans les Dromcom. Si vous deviez, parce qu'on sait que la voiture, c'était à la base très masculin, si vous deviez vendre aujourd'hui une de vos voitures dans votre gamme à un public plutôt féminin, ce serait laquelle ? Aujourd'hui, toutes les voitures, alors on le voit de plus en plus, c'est de plus en plus les femmes qui choisissent les autos. Absolument, absolument. Ce que femme veut, Dieu le veut. Oui. Je me souviendrai de cette phrase, Philippe. J'aurais dû le taire. La décision d'achat aujourd'hui, elle est conjointe. Puis il y a de plus en plus de gens qui sont célibataires. Donc on s'adresse vraiment à tous les publics, que ce soit des familles ou des individuels. Il n'y a pas vraiment de voiture pour les femmes ou pour les hommes. Aujourd'hui, on est surtout sur une voiture qui doit faire plaisir, qui doit donner le sourire à tout le monde et qui donne le sourire aussi aux enfants ou aux animaux de compagnie. En tout cas, on attend la suite de cette belle progression. Félicitations, bravo. Clément Lefebvre, porte-parole de MG Motor France. Allez voir sur le site. Vous allez peut-être être très étonné de ce que vous allez découvrir. Vous restez avec nous. Les vraies voix qui font rouler la France. Dans un instant, on reviendra sur l'hydrogène. La France roulera-t-elle demain grâce à l'hydrogène ? Ça, c'est une vraie question. Vous restez avec nous. Si vous avez des questions à nous poser, 0826 300 est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Retour des vraies voix qui font rouler la France. On est très heureux d'être en votre compagnie avec Cécile de Ménibus. Et en 2022, dans un contexte d'inflation généralisée et de quête de neutralité climatique, l'Europe cherche des solutions et se tourne vers l'hydrogène. Genhi, la start-up française qui propose des solutions innovantes pour la production d'hydrogène vert, est en notre compagnie puisque son président est avec nous. Bonsoir Sébastien Le Pollès. Bonsoir Philippe, bonsoir Cécile. Bonsoir, merci d'être avec nous. Et puis oui, on a une voix de Sud Radio. Il y a une voix de Sud Radio qui est avec nous. Laurence Perrault est avec nous, bonsoir. Vous savez. Bonsoir Laurence. On parle auto de 11h à 13h, c'est tous les samedis avec Jean-Luc Moreau, absolument. Sébastien Le Pollès, l'hydrogène, qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Parce que c'est vrai qu'on en parle, tout le monde en parle, mais finalement, plein de gens n'y comprennent pas grand-chose. Et c'est peut-être l'occasion, puisqu'il y a eu un salon dans lequel vous étiez, Laurence Perrault, c'est peut-être l'occasion de réexpliquer ce que c'est et à quoi ça peut servir. L'hydrogène, assez simplement, dans la mobilité, on remplit son réservoir comme on remplirait un réservoir de véhicules classiques. Et après, il y a une combustion ou une réaction chimique qui se fait pour faire avancer le véhicule à l'électrique. Et ensuite, le véhicule avance. Donc l'hydrogène, c'est un vecteur, un carburant, comme tous les autres, qui va se démocratiser avec le temps à partir d'électrolyse de l'eau. Donc la matière première, c'est de l'eau et l'électricité. Mais comment ça se fabrique exactement, très simplement, pour que tout le monde comprenne ? Alors très simplement, on a des grosses machines dans lesquelles on rentre de l'eau. Ensuite, on connecte soit directement le système au courant électrique classique, soit à des panneaux solaires ou à des énergies renouvelables. C'est plutôt cette dernière option qui est privilégiée. Ensuite, on fait une électrolyse. Ça existe depuis 1789, il me semble. Oui. Donc, on passe du courant électrique entre deux plaques métalliques et on fabrique de l'hydrogène et de l'oxygène. Laurence Perrault, vous étiez au salon Evolution. On ne se rend pas compte. Est-ce que finalement, il y avait énormément d'acteurs ? On parlait de quoi ? Est-ce qu'on envisage réellement que la France puisse rouler un jour demain à l'hydrogène ? Particulièrement, mais attention, dans ce qu'on appelle la mobilité lourde, Cécile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les professionnels du monde de l'hydrogène, et on en a rencontré plus de 400 qui étaient présents, dont Sébastien Le Pollès avec Genhi, on a découvert et compris, tout du moins, que pour les voitures, pour la vôtre, Cécile, pour celle de David ou la mienne,
ou celle de ceux qui nous écoutent, ça va être compliqué. Ça va être trop cher et les batteries, surtout les recharges, seront trop lourdes. Donc on déploie vraiment ce qu'on appelle la mobilité lourde, essentiellement les bus, les trains. D'ailleurs, depuis mercredi, c'est-à-dire hier et jusqu'à vendredi, il y a actuellement un test qui est fait dans la région de Tours sur un premier train à base d'hydrogène pour, dans l'avenir, remplacer les trains et nos fameuses locomotives diesel. Et je pense que Sébastien pourra nous dire, on développe beaucoup plus en ce qui concerne aujourd'hui tout ce qui est utilitaire, poids lourds et bus, puisque les bus ont déjà pris leur place dans certaines villes de France. Avant tout, Sébastien Le Pollès, alors vous êtes en phase de construction d'une usine de 8000 m² dans le Doubs pour produire de l'hydrogène vert. Quelle est la différence entre l'hydrogène vert et l'hydrogène tout court ? Alors l'hydrogène vert, il est à base d'éléments écologiques, c'est-à-dire que en fait vous avez plusieurs types d'hydrogène. Le plus connu, c'est l'hydrogène gris, qui est utilisé actuellement en masse par les industriels notamment, qui est fabriqué à partir de réformage de gaz ou réformage de produits pétroliers. Et ce que peut faire le gouvernement et l'Europe, c'est passer, et c'est pour ça qu'on investit fortement dans que Génie investit fortement dans ces technologies, c'est passer à l'hydrogène vert, qui est fabriqué à partir d'eau uniquement. Et donc quand on brûle l'hydrogène, il le retransforme en eau, donc on a un cycle vertueux. Et également, la source électrique doit être verte. Donc le nucléaire est classé comme une source électrique verte à ce stade, avec bien évidemment la vision de pouvoir aller dans encore plus vert, donc du panneau solaire, du photovoltaïque. Et comme le dit Laurence, à ce stade, les premiers acteurs, ce seront des acteurs privés dans de la mobilité lourde. Quand je dis des acteurs privés, ça peut être des grosses sociétés comme la SNCF pour des locomotives, mais ça va être également des transporteurs privés qui vont investir. Ce sera les premières briques pour pouvoir rouler à l'hydrogène, parce que ce sont des investissements qui sont relativement lourds aujourd'hui. Mais pour qu'on comprenne bien, pardon Sébastien Le Pollès, pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, impossible de les installer dans des voitures parce que c'est la capacité qui est importante. C'est ça. Surtout la capacité. Allez-y, Laurence. Surtout la capacité des réservoirs, en fait. Parce que, en fait, on va avoir un moteur électrique. On a besoin d'une batterie électrique à compression, mais on a besoin aussi, en fait, de carburant. Et ce carburant, c'est l'hydrogène. Et Sébastien, je dis pas de bêtises. La problématique pour la France, surtout pour la voiture, ce sont les coûts. Les coûts de développement pour les véhicules à petite échelle, en fait, puisqu'on aura aussi besoin de capacité pour mettre ce fameux carburant qui est l'hydrogène, qui est différent d'un simple réservoir. D'accord, mais quand on pense voiture à hydrogène, instinctivement, on pense Toyota Mirai. Est-ce qu'il y a d'autres constructeurs qui pourraient prendre ce créneau, même si c'est un marché niche, Laurence ? Alors oui, je crois que Toyota est en train de reculer un petit peu, c'est-à-dire que même les constructeurs, et Sébastien pourra nous le confirmer, les constructeurs pour la mobilité dite individuelle, c'est-à-dire vous et moi, les voitures de monsieur tout le monde, Toyota est en train de faire un peu marche arrière, tout le monde de lever le pied, la Mirai ne se vend pas tant si bien que ça. Volkswagen a annoncé, en l'occurrence, que, en gros, ils allaient aussi arrêter le développement. Mercedes, qui a été le tout premier, on en parlait avec l'ami Jean-Luc Moreau, qui est quand même le connaisseur automobile sur cette planète voiture. Et Jean-Luc me disait, là, c'est Mercedes qui a commencé à vouloir développer les voitures particulières. Ça y est, ils se sont retirés du chemin parce que ça coûte trop cher. Alors, aujourd'hui, l'Union européenne, elle pousse, et c'est très bien. Moi, j'ai rencontré une planète hydrogène pendant ces 2 jours du Salon Évolution qui était exceptionnelle. Il y a tous les cerveaux qui sont réunis, ça développe. C'est incroyable ce qui s'est passé sur ce salon. Il y a eu plus de 400 exposants et marques. Il y avait 12 pays qui étaient représentés. Il y avait en plus le campus, ce qu'on appelle le campus emploi-formation, parce qu'on va avoir énormément besoin de main-d'œuvre, de cerveaux et puis de gens. Il va falloir. On va poser la question à Sébastien Le Pollès. Vous, cette usine, Sébastien, c'est une usine qui est presque unique aujourd'hui. Le but, c'est quoi finalement ? Le but, c'est de fabriquer des électrolyseurs pour remplacer. Alors, les électrolyseurs, ce sont des gros conteneurs dans lesquels on met toute notre technologie, donc qui sont mobiles et qui peuvent aller venir remplacer directement la production d'hydrogène gris sur site pour pouvoir adapter et aider les industriels à devenir plus verts dans leur production. C'est vraiment ça. Pour revenir juste 2 minutes sur le véhicule, je rejoins ce que dit Laurence. À une chose près, je pense qu'il y a certains constructeurs qui ont lancé, notre Toyota exactement. Alors, tout le monde abandonne ce qu'on appelle la fuel cell. Mais par contre, il y a le rétrofit des moteurs thermiques. C'est quoi le fuel cell ? Expliquez-nous le fuel cell, ce que c'est. Alors, le fuel cell, c'est vous envoyez de l'hydrogène dans une fuel cell, ça transforme ça en électricité pour faire avancer le véhicule. Donc ça, effectivement, c'est pas viable, comme l'a dit Laurence. Par contre, beaucoup de constructeurs se lancent dans la modification de moteurs thermiques classiques pour pouvoir accepter de l'hydrogène. Et ça, il y a peut-être une voie. On ne sait pas encore.
c'est encore en phase d'essai, mais il y a pas mal de constructeurs qui sont lancés dessus. Mais quand on dit c'est en phase d'essai, ça veut dire qu'on projette à combien de temps en fait? Les usines sont déjà existantes, les modifications sont relativement légères. Donc ça peut aller très vite à partir du moment où ça trouve son public, où il y a un réseau de stations, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le chien qui se mord la queue, pas de station, pas de voiture, pas de station. Hein. Oui, c'est ça. Donc, Là aujourd'hui, on a 50 stations sur le territoire français. Ah oui. On a de grandes ambitions pour les développements. C'est-à-dire que là, on m'a annoncé quand même 225 nouvelles stations à l'horizon 2025. Et puis on nous a même aussi annoncé plus de 1000 bus en France. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose, une ambition pour cette filière hydrogène qui est très marquée. Sébastien Le Pollès, on a parlé des bus à hydrogène. On a appris le mois dernier, enfin en décembre, qu'il allait y avoir non pas un bus à hydrogène, mais un Airbus à hydrogène en 2035. Vous travaillez, vous, avec GenE sur ce projet ? Alors nous, on travaille pour la fourniture de l'hydrogène, effectivement, mais on ne travaille pas du tout sur les motorisations d'avions. Bien sûr. Ça sort totalement de notre savoir-faire. Mais effectivement, nous, après, on peut fournir des stations-service directement sur les aéroports. L'hydrogène est de qualité industrielle et donc est disponible dans différentes qualités pour différentes applications. Pardon Laurence, est-ce que Sébastien, quand certains disent l'hydrogène, on n'y croit pas, est-ce qu'on est déjà tellement bien parti qu'on est forcé d'y croire aujourd'hui ? Quelles sont les autres solutions? Aujourd'hui, soyons clairs, l'électricité, on nous demande de rouler avec, on est à des prix qui ont explosé sur le niveau du réseau électrique. Donc aujourd'hui, il faut effectivement trouver des alternatives. L'hydrogène est une alternative dans un panel d'autres alternatives. L'électrique aura sa place, le bioéthanol aura sa place, l'hydrogène aura sa place, et c'est un panel qui fera avancer la France. Sébastien, GenE, vous êtes adossé maintenant au géant français du BTP FH. Dans quel but et quelles sont vos synergies ? Alors, avec FH, le principe, c'est nous, on est une start-up. On fait des produits innovants. Par contre, on ne sait pas industrialiser ces produits. Donc, on a fait appel à FH pour venir nous épauler dans l'industrialisation de nos produits et de nos process. Et FH va apporter cette brique-là pour nous permettre d'industrialiser nos produits. C'est vraiment le but principal, mais également de rayonner par une société mondialement connue comme FH vis-à-vis de nos clients et d'avoir des notions commerciales communes et nous aider à proposer nos produits et nos services via leur réseau. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Le Pollès d'avoir été avec nous, président de GenE. Merci à vous. Voilà, on parlait bien entendu hydrogène, bien entendu. Vous restez avec nous, Laurence, puisqu'on va parler, après l'hydrogène, on va aller dans un nouveau salon. On a besoin d'un salon. Rétromobile qui se tient à la porte de Versailles. Passion. Et là, quand on va sur le site de Rétromobile, on voit des voitures qui font rêver. On a d'ailleurs parlé la semaine dernière avec le patron de Ford France. Il y a même la Ford Mustang de Bebel dans le Marginal qui est en vente. Bon, ce ne sera pas dans mes moyens, mais sinon, la rouler dans la voiture de Bebel, ça te fait pas mal quand même, non ? Et on va en parler avec le directeur du salon Rétromobile, Romain Grabowski sera avec nous. On garde Laurence Perrault. Merci beaucoup Sébastien Le Pollès d'avoir été avec nous. Et on est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Et bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Le salon Rétromobile a ouvert ses portes hier jusqu'à dimanche à la porte de Versailles à Paris. Et puis l'occasion de faire un point forcément sur le marché des voitures de collection qui vient de boucler une belle année en France. Et pour en parler, Laurence Perrault est toujours avec nous, bien entendu. Et Clément Grabowski, le directeur du salon, et en notre compagnie. Je suis tellement ému que je n'arrive même pas à le dire. Bienvenue Clément Grabowski. Bonsoir, merci. Voilà, comment ça se passe aujourd'hui? Ça y est, le salon a ouvert. J'imagine, on a reçu plein d'informations en disant tout le monde nous a dit on est allé au salon, c'est génial, il y a des trucs formidables. Petit temple de la voiture ancienne, un lieu d'échange pour les passionnés. Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est la preuve que la passion et la nostalgie ont un futur. On vient de boucler notre deuxième journée, ça s'est très bien passé. Alors bon, évidemment, je prêche pour ma paroisse, c'est moi qui le dis, mais voilà. Vous pourriez aussi poser la question, je pense, aux exposants, et j'ai passé ma journée avec eux, aussi aux visiteurs sur les réseaux sociaux. Les retours sont très bons. Et voilà, on vient de boucler une deuxième journée avec beaucoup de monde dans les allées, beaucoup de passionnés, des acheteurs. On a déjà une partie des autos exposées sur lesquelles on voit l'étiquette apparaître vendue. Donc tout ça, c'est de très bon augure pour la suite. Laurence Perrault, il y a une ambiance particulière à Rétromobile. Oui,
voilà, c'est un lieu de convergence, un pèlerinage pour ceux qui aiment l'automobile de collection. Ils sont nombreux, hein, c'est 400 000 personnes en France, et en plus de ça, le Rétromobile a un salon avec un statut international, donc on attire des Anglais, des Allemands, des Belges, même des Américains qui viennent acheter des autos sur le salon. Voilà, c'est un savant mélange, il y a des autos, il y a de l'automobilia, des passionnés, des clubs, c'est voilà, tout ce qu'on vient chercher sur le salon. Laurence Perrault, quand on voit les véhicules exposés, les véhicules en vente à Rétromobile, ça commence pratiquement avec la chanson des Brigades du Tigre, si vous voyez ce que je veux dire, la complainte des Apaches, ça continue avec la musique du Marginal, c'est toute l'histoire de l'automobile qui est résumée à Rétromobile. Si vous voulez nous chanter une chanson, il n'y a pas de problème. Hein. Non, il n'y a pas de souci. Non, c'est pas toute l'histoire, c'est l'histoire avec un grand H, parce que d'abord, on va faire toujours ce petit cocorico. La France a créé l'automobile. Hein. Les Allemands essaient de nous voler la vedette, mais non, c'est bien en France qu'on a créé l'automobile. Pour parler vrai sur Sud Radio. Et puis surtout, eh bien, comme le disait effectivement Romain, on est sur des passionnés, mais pas que. On est aussi sur des curieux, et on est sur des gens qui aiment ou non les voitures de collection. Et évidemment, samedi matin, entre 11h et 13h, avec Jean-Luc Moreau, on sera avec vous en direct de Rétromobile. Il y a surtout des gens qui aiment l'automobile, tout simplement. Et oui, ces voitures font rêver. Moi, je suis allée me promener aussi sur le stand de Arcurial avec des Ferrari exceptionnels, des voitures dont je ne pourrais jamais même espérer peut-être rouler avec. Il y a 1 euro million, on peut tenter le coup. Hein. C'est ça. Et puis j'ai roulé... c'était lundi soir, il y avait une grande soirée pour les 100 ans des 24 heures du Mans, parce que c'était un des grands rendez-vous de ce Rétromobile 2023. On fête les 100 ans des 24 heures du Mans, donc il y avait une traversée de Paris. Cécile, vous m'avez manqué, parce que je suis sûre que vous auriez adoré. Et moi, j'ai roulé dans une CX de 1988 de la Gendarmerie nationale. Ça a été quelque chose de très dingue. En tant que réserviste, c'est ma passion. Romain, on va trouver certains constructeurs qui ont fait l'impasse, en plus, sur le mondial de l'auto, comme Citroën, par exemple. Alors, déjà, Cécile, je voudrais vous dire, on a un point en commun, je suis réserviste également. Ah, bah, très bien. Voilà. On va se mettre au garde à vous, au rythme où ça va. Attention. Hein. Effectivement, très bel engouement des constructeurs. Ils sont 12 à nous suivre cette année. Il y a tout le groupe Stellantis, les marques italiennes et françaises. Renault, très beau stand. On a la chance d'avoir Volkswagen avec nous. On a également Porsche. Et Porsche, on nous en fait aussi le plaisir de venir avec une très belle annonce. Et ils ont dévoilé en avant-première européenne la nouvelle Porsche 911 Dakar. Donc c'est un véhicule moderne. Et c'est les 60 ans de la 911 d'ailleurs. Et c'est aussi les 60 ans. Voilà. Donc et les 75 ans de la marque. Donc ils avaient une actualité qui était dense. Et ils ont choisi le salon Rétromobile pour venir fêter tout ça. Ils ont eu aussi l'excellente idée de le célébrer avec les clubs. Donc il y a un stand qui est divisé en deux, une partie réservée aux clubs. Et donc c'est une espèce de communion avec leur communauté qui a lieu sur ce salon Rétromobile. Il y a une vente complètement folle. Il y a la Benetton B195 de Michael Schumacher, avec laquelle il a gagné son premier titre de champion du monde. Combien ça peut se vendre aux enchères, Romain Grabowski ou Laurence, une voiture comme ça? Alors, je retourne la question à Laurence, parce que personnellement, je ne suis pas propriétaire de F1 encore. moi non plus, et je préfère ne pas vous dire de bêtises, parce que ça, c'est des sommes qui nous dépassent. Non, ce qu'on peut vous dire... On a la 205 là, qui fête aussi un anniversaire, en 1983. Et ce sera l'essai de la semaine de samedi matin by Jean-Luc Moreau pour Sud Radio. Ouais. Alors ce qui est dingue quand on regarde le marché qui est en hausse des automobiles classiques, et quand on regarde, en fait finalement c'est encore la Peugeot 205 qui est en tête des ventes avec plus de 8000 exemplaires vendus en France, ce qui est énorme, Romain. Oui, en fait, dans la collection, très souvent, on revient à ses premiers amours. C'est-à-dire que on prend de la bouteille. On a aussi généralement avec l'âge le pouvoir d'achat qui évolue dans le bon sens. Et on voit dans la collection qu'on va très facilement se tourner sur des autos qui nous ont fait rêver. Collection, c'est plus de 30 ans. Hein. On est d'accord. Plus de 30 ans. Voilà. Donc la 205. Alors cette année, l'entrée dans la collection, c'est la Twingo. Donc autant vous dire que qui célèbre ses 30 ans. Donc une 205 est dorénavant. C'est acquis que c'est un véhicule de collection, et les modèles populaires s'arrachent. Vous venez de mentionner que 8000 ont été vendus, mais je vous laisse imaginer l'engouement autour des modèles mythiques que sont les GTI, et je parle même pas encore des 205 P16, etc. Moi, dans ma petite liste, en numéro 2, j'ai la 2 chevaux. Ah, fabuleux. Voilà. C'est les séries spéciales de 2 chevaux qui se vendent bien, type les Charleston, etc., qui avaient quand même un look hyper original.
C'est les plus recherchés, mais pas que. Globalement, tous les modèles. La 2 chevaux chauffeur à ma part jusqu'à l'an passé était numéro 1 des ventes d'occasion. Voilà, elle était détrônée par la 205. On peut encore qualifier de Youngtimer, hein, qui est plus récente. Mais voilà, ça montre l'évolution de la collection. Alors, Laurence, vous faites souvent des émissions sur les radars fixes avec notre ami Jean-Luc Moreau. J'ai appris que Rétromobile, il va y avoir un véhicule exceptionnel, l'Obéissante, qui a été construite il y a 150 ans et qui a pris 75 contraventions entre Le Mans et Paris. C'était avant le permis à points. Racontez-nous ça, ou Laurence ou Romain, parce que 75 PV entre Le Mans et Paris, je sais pas comment on fait. Allô? Et puis vous Oui. savez... Oui, Laurence, allez-y, Laurence. Laurence. Non, mais on était totalement sur une autre époque, Philippe David, ça n'a rien à voir. Et je vous rappelle qu'à cette époque-là, en plus, on avait les... Pardon, excusez-moi. Les fameux barbecues. Oui. C'était les radars barbecue. Mais à l'époque, on pouvait les faire sauter quand on connaissait des réservistes de la gendarmerie comme Romain et Cécile. Ouais, en passant très je vite ne à sais côté, pas, comme dans Taxi. Ouais. Moi, je voudrais juste revenir, je vais pas botter en touche, mais on parlait des Youngtimers, et je voudrais aussi, puisqu'on a parlé de l'hydrogène et puis du rétrofit hydrogène, on a aussi sur le stand Renault là, la fameuse 4L rétrofitée. Ah oui. Romain. On rappelle que rétrofiter, ça veut dire passer en mode électrique, hein, pour ceux qui... Électrique, tout à fait. Oui. Mais effectivement, ce qui est intéressant de noter, c'est que parmi les 12 constructeurs, tous arrivent avec une approche différente. On a mentionné Porsche tout à l'heure. Et le cas de Renault est vraiment atypique. Et honnêtement, ils apportent un vent de fraîcheur dans la collection. On voit que c'est haut en couleur. Hein. Je laisse les visiteurs venir découvrir par eux-mêmes. Mais ils ont décidé de célébrer 2 choses. Un, l'anniversaire de l'entrée dans la collection de la Twingo, qui fête ses 30 ans, d'un côté. Et de l'autre côté du stand, vous pouvez retrouver une multitude de véhicules qui sont rétrofités. Voilà, donc c'est aussi une façon de consommer, je dirais, le véhicule de collection. Il y a des ayatollahs qui les souhaitent en état d'origine avec la patine et qui vont être capables de voir que le boulon là, il est pas conforme. Hein. Voilà, mais voilà, il y en a il y en a pour tous les goûts. Voilà, alors il y en a pour tous les goûts. Justement, ça me permet de vous couper la parole parce que vous exposez quand même des chars d'assaut. Oui, alors. C'est un clin d'œil à l'Ukraine, on ne sait pas, parce que comme on parle dans le livret, voilà. Non, bon, effectivement, bon, c'est évidemment en actualité, mais pour en revenir sur le salon, voilà, on veut véritablement qu'il y en ait pour tous les goûts. Donc on a des motos, on a des autos, on a des chars. Alors évidemment, il y a le char d'Astérix. Le char d'Astérix aussi, plus rustique. Les chars, on ne les vend pas, mais non, un salon, par définition, est statique, c'est-à-dire que c'est un lieu de convergence de passionnés, ce qui est le cas de Rétromobile. En revanche, on a pour responsabilité de le rendre le plus dynamique possible. C'est ce qu'on appelle l'expérience visiteur. Donc, on a aussi créé une Rétromobile Street dehors. Donc, déjà, avant même de pousser la porte d'entrée, les visiteurs ont la banane et on a effectivement des démonstrations 2 fois par jour de chars d'assaut qui déambulent dans les allées du salon. Donc, ça fait un sacré mélange et ça fait rêver les gens. En tout cas, c'est jusqu'à dimanche. Merci beaucoup, Romain Drabowski, d'avoir été avec nous, directeur du salon Rétromobile. Merci beaucoup, Laurence. Vous serez samedi entre 11h et 13h dans On parle auto avec Jean-Luc Moreau. Le programme pour l'émission ? Alors, beaucoup de choses d'ailleurs, je vais vous en parler, c'est la Bucciali. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Bucciali, la Golden Arrow? C'est la voiture sans doute la plus fascinante qui est actuellement aussi parmi les plus fascinantes sur le rétromobile. Donc on en parlera en détail. On aura aussi François Alain, Monsieur Vitesse Mécanique, qui va venir passer un gros moment de l'émission en notre compagnie. On parlera aussi de la FEV, les 24 heures du Mans, ça évidemment, puisqu'on en fête les 100 ans en 2023. Eh bien, on va en parler énormément. On parlera des voitures de collection, on parlera des pneus pour les voitures de collection. On va vraiment vous faire pénétrer le milieu de ces voitures légendaires, de ces voitures qui nous font rêver. Donc ça va être un grand moment, 11h-13h. Allez, on a hâte. Merci beaucoup, Laurence Perrault, d'avoir été avec nous. Dans un instant, Yvan Cujus. Oui, le Loft qui reçoit Marca et Jack Robinson. Mais tout de suite, on va parler d'argent, conseil de famille avec Stéphane Moller et nous demain 17h. Absolument. Salut, à avec demain. Grand plaisir. Merci aux équipes des Vraies Voix. Merci.